Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Sandy Lachapelle, je suis planificatrice financière et présidente de Lachapelle Finance Intelligente. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce midi pour notre webinaire spécial immobilier. Donc, j'ai organisé conjointement avec mes confrères, consoeurs, donc M. Francis Frappier, qui est président de Finexia, et Mme Julie Gay, qui est planificatrice financière et des services financiers Julie Gay. Donc, merci de partager votre heure de lunch avec nous. On est content de vous retrouver. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au mois de juin, tout juste avant les vacances. Donc, j'espère que vous avez bien profité de votre cours arrière cet été ou de différentes régions du Québec. Donc, aujourd'hui, j'explique le déroulement. Ça va aller assez rondement. On va tout mettre en œuvre là, pour vous libérer pour 13 heures pour que ça entre dans une heure de lunch. Donc, on va commencer en première partie avec un invité qui est M. Nicolas Ray. Il va nous parler des mythes et réalités de l'investissement immobilier, comme vous l'avez vu probablement dans la fiche d'inscription. Et en deuxième partie, il y aura moi ainsi que Julie et Francis qui va faire de courtes capsules sur différents sujets en lien avec l'investissement immobilier. Donc, Francis va nous challenger à savoir si c'est vraiment rentable. De mon côté, je vais vous donner quelques stratégies pour bien le faire. Et Julie va terminer avec des trucs en planification successorale et assurance parce que c'est quand même assez important au niveau de l'immobilier. Puis en dernière partie, on va procéder à répondre à vos questions. Donc, vous pouvez tout au long du webinaire poser vos questions par le chat. Donc, c'est Julie à la fin qui va conclure le webinaire et qui va vraiment, de main de maître, faire le tour des questions avec vous, puis on va répondre à vos questions. Si jamais vous voulez poser des questions de façon plus personnelle, évidemment, les trois, le planificateur, on est disponible pour vous aider. Et dans le fond, je tiens à mentionner qu'on enregistre aussi le webinaire ce midi. Donc, si vous voulez garder l'anonymat, peut-être vous pouvez changer le nom de votre compte Zoom, là, que ça se fait assez facilement. Donc, peut-être vous pouvez le faire pour qu'on ne vous reconnaisse pas sur YouTube. Mais si vous voulez le laisser, là, vous avez le choix aussi. Je vois que tous les gens, en tout cas la plupart, ont l'air d'avoir gardé leur micro fermé. Donc, on vous demande aussi de le garder fermé. C'est encore une fois Julie là, qui va gérer les micros si jamais il y a lieu. Mais pour éviter les bruits de fond, on vous demande de garder là, vos micros fermés. Donc, pour que ce soit plus facile à entendre. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, je vais passer la POC, plutôt le micro, à mon collègue Francis qui va nous présenter notre invité. Good, merci beaucoup, Sandy. Bon midi à tous. Effectivement, on a le privilège d'avoir M. Nicolas Ray avec nous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent Nicolas. Nicolas est super généreux de son temps. Je voulais te remercier encore ce midi. Je sais que tu en donnes également beaucoup pour le bienfait du domaine de l'immobilier. Donc, il y en a plusieurs qui te connaissent, mais moi, je vais te retourner la balle de dire, ben Nicolas, comment tu t'auto-présenterais d'un certain sens? Tu te définis de quelle façon? Je te laisse aller. Merci beaucoup, Francis. Merci à tous. Je me définis surtout comme entrepreneur. Donc, ça fait maintenant 15 ans que je suis entrepreneur à mon compte, que j'ai commencé à bâtir des entreprises. Auparavant, j'étais athlète de haut niveau. Donc, j'étais joueur de hockey professionnel et semi-professionnel. Puis, 22 ans, j'ai arrêté de jouer au hockey et je me suis lancé en affaires un peu sans vraiment le savoir que je me lançais en affaires. Dans un domaine aucunement relié à l'immobilier, dans le domaine de la santé préventive et la performance humaine. Je suis un double diplômé de l'université en biomécanique, en nutrition. Et j'ai fait un postgrad en médecine préventive à l'université d'Harvard. Puis, j'ai travaillé pendant plusieurs années comme chef de performance humaine pour les équipes olympiques canadiennes dans les Jeux d'hiver, notamment à Turin en 2006, à Vancouver en 2010, puis même à Sochi en 2014. Et à travers tout ça, j'ai fondé une firme en 2013 qui s'appelle Réarvé, qui est une firme conseil en investissement immobilier qui, en l'espace de seulement 3 ans, est partie de 0 à 100 millions de dollars de transactions annuelles dans le domaine du courtage immobilier multilogement, donc les blocs appartements, la modélisation financière, la fiscalité, toute l'analyse. Et puis, en 2016, j'ai vendu et j'ai parti une entreprise qui s'appelle MREX, qui est à la fois une entreprise de formation en investissement immobilier. On est là pour bâtir surtout une approche pédagogique pour les gens qui désirent investir en immobilier.
Et également, on bâtit de la technologie, notamment avec l'application qu'on est sur le point de lancer, qui sert ultimement à organiser le marché de l'immobilier multilogement, parce que c'est un marché qui est un peu caché, qui est très inefficient, qui est désorganisé, qui est fragmenté. Donc, à travers de tout ça, ma spécialité à moi, c'est l'ingénierie financière. Je travaille autant dans des petites transactions que dans des transactions d'envergure, avec des fonds institutionnels, avec des investisseurs de très haut niveau, de grande envergure, mais aussi avec des petits investisseurs, autant dans des transactions de 5-6 logements. Moi-même, j'ai commencé à monter un portefeuille immobilier. En l'espace de juste les 10 derniers mois, j'ai procédé à peu près à 30 acquisitions, surtout dans la région de l'Estrie. Et d'ailleurs, je viens de déménager en Estrie. Donc, c'est pas mal ça en 30 secondes. Bon, ben super, excellent. Écoute, je vais y aller avec quelques questions. Des fois, c'est plus facile avec les perspectives qu'on connaît aujourd'hui ou en plus avec un cas de COVID à travers ça. Comment vois-tu l'immobilier pour les mois et peut-être même pour le futur à venir, peut-être au Québec pour commencer, peut-être globalement par la suite? Ben, je pense qu'avant de pouvoir répondre à une question de ce style-là, il faut être capable de discerner entre les différentes sortes d'immobilier. Tu sais, il y a différentes sortes de. L'immobilier en tant que tel, ça n'existe pas réellement. C'est comme dire j'ai investi à la bourse, OK, mais tu investis à. C'est comme dire j'ai investi dans les marchés financiers. Est-ce que tu as investi à la bourse? Est-ce que tu as investi dans des, 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 des blue chips? Est-ce que tu as investi dans des penny stocks? Est-ce que tu as investi en Forex? Est-ce que tu as investi dans les options? Donc c'est très vaste l'immobilier. Généralement, quand on parle d'immobilier, c'est d'ailleurs vraiment le plus grand mythe, tous les articles qu'on entend, tout ce qui passe dans les médias, ça parle d'immobilier comme si c'était une chose, alors que ce ne l'est pas. Et les différentes classes d'actifs à l'intérieur même de l'immobilier agissent extrêmement différemment, sont sur des cycles très différents et ont des caractéristiques différentes. Donc, mon domaine à moi, qui est la classe d'actifs multilogement, multirésidentiel, c'est-à-dire des immeubles à revenus résidentiels de 5 logements et plus, en bon québécois, des blocs appartements ou des plex. C'est un domaine qui est, à la base, un domaine assez, on va dire, assez plate, qui n'est pas très sexy, parce qu'il n'y a pas beaucoup de variation de valeur. Il n'y a pas beaucoup de volatilité. C'est un marché qui s'apparente, en quelque sorte, au marché des obligations. Tu achètes un bloc appartement, les gens habitent dans ce bloc appartement-là, tu achètes ultimement des cash flows futurs, des cash flows qui sont stables et qui sont historiquement croissantes et qui ont un certain hedge contre l'inflation. Donc, ultimement, ce que tu es en train d'acheter, c'est que tu achètes un immeuble qui est de la brique ou du béton, qui est du solide, qui ne peut pas disparaître, qui est pas comme dans le film Le Wolf of Wall Street, qui n'est pas du fugazi, là, qui n'est pas quelque chose d'abstrait. Tu peux aller voir l'immeuble. La seule manière que l'immeuble va disparaître, c'est s'il brûle, puis de toute façon, tu as des assurances habitation pour ça. Et ultimement, tu viens répondre à un besoin primaire si on se fie à la pyramide de Maslow. Les gens ont besoin de vivre à quelque part, ont besoin de s'héberger et d'être en sécurité. Donc, ceci étant dit, oui, il y a eu un choc temporaire avec le COVID et tout ça, et on va probablement avoir aussi des conséquences néfastes post-COVID, mais ça reste que c'est un domaine, l'immobilier multilogement, qui reste très vigoureux, même à travers des mauvaises économies, parce que éventuellement, ben, les gens, s'ils commencent à perdre leur maison, s'ils commencent à perdre leur emploi, ben, c'est pas le marché des maisons de luxe. On parle de des blocs appartements. Moi, mes immeubles, par exemple, je viens d'acheter un immeuble à Sherbrooke, c'est des 4,5 à 600 $. Disons qu'il y a moins de risques pour moi, comme propriétaire foncier, de ne pas être capable de continuer à louer ces logements-là, parce que plus que l'économie va aller mal, plus que les gens vont s'en aller en logement. Également, ben, moins que de construction. Donc, s'il y a moins de construction, il y a moins de croissance de l'offre au niveau des logements. Et tout ça, ça fait en sorte que c'est à quelque part un environnement favorable pour un propriétaire d'un immeuble multilogement. Good. Excellent. Donc, à court terme, comme n'importe quel marché financier, il peut y avoir des soubresauts. À long terme, c'est quelque chose qui est stable et qui va être rentable. C'est clair qu'il peut y avoir des soubresauts, puis il y a un paquet d'investisseurs qui ont fait n'importe quoi, qui ont acheté n'importe quoi parce que la dette est vraiment pas chère en ce moment, puis elle n'est pas chère depuis un bout de temps, puis c'est devenu très en vogue d'investir en immobilier, là, c'est rendu quasiment, tu t'achètes un bloc juste pour pouvoir te dire à ton beau-frère à Noël que tu t'as acheté un bloc, là, puis tu es rendu un investisseur immobilier. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de mauvais achats, puis des gens continuent à en faire, comme il va toujours en avoir.
Donc, c'est clair que à chaque moment qu'il y a des changements dans les phases d'un cycle de marché, c'est clair qu'il y a toujours une population d'investisseurs qui vont être dans le trouble. Et ben, le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres également. Là. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est aussi important de s'éduquer puis de s'informer avant d'investir dans le domaine du multilogement. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai fondé le Collège MREX, parce que je trouvais ça tellement aberrant que les gens sautent les deux pieds dans l'immobilier, investissent des dizaines, des centaines de milliers de dollars dans un domaine qui est extrêmement complexe, mais tout le monde embarque là-dedans un peu n'importe comment. Puis bon, ben, on s'est acheté un 5 logements, puis on a mis 100 000 de mise de fonds, puis la vie est belle, puis il n'y a jamais rien qui peut arriver à cet immeuble-là. Ce que je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas mal aller. C'est juste que c'est pas aussi volatile et réactif qu'exemple le marché boursier. Tout à fait. Puis, Gat, c'était une de mes questions, justement. Parle-moi donc un petit peu plus de MREX. Tu as créé cette plateforme-là. Elle sert à quoi? Elle sert à qui? Comment elle fonctionne? Puis, pourquoi tu y crois encore aujourd'hui? Parce que des fois, on a une bonne idée qui n'est plus là. Ouais. Prends donc quelques minutes pour tout ça. Oui, exact. Ben, la plateforme éducative, elle sert, je pense, puis elle va toujours servir parce que je pense que l'investissement immobilier, c'est un des grands moteurs de mobilité sociale. Puis moi, je suis quelqu'un qui a grandi très pauvre, qui a grandi justement dans une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, ben, comme adulte, ce que j'offre à mes enfants, c'est pas du tout la même enfance, pas du tout les mêmes opportunités. Et c'est en grande partie grâce à l'immobilier. Fait que c'est important. Puis on le voit dans les recherches, il y a des recherches qui ont été faites, exemple, sur les favelas au Brésil, à quel point que dès qu'on donnait l'accès à la propriété, la capacité de justement commencer à acheter de la propriété immobilière, bien, tout d'un coup, il y a eu une apparition de mobilité sociale qui n'était pas existante auparavant. Donc, je pense que c'est très important dans un monde où on dit que les différences entre le 1% et le 99% continuent de s'agrandir. Bien, on a le choix de chialer là-dessus et de dire que les riches, c'est des maudits et des voleurs, ou on a le choix de prendre notre responsabilité en main, puis de prendre notre finance en main, puis d'investir. Donc, moi, je fais ma part en disant, ben, parfait, voici une bonne manière de le faire, d'investir en immobilier. Mais maintenant, ben, on va vous enseigner comment bien le faire. Maintenant, la plateforme technologique, mais elle sert à créer une espèce de marketplace, un marché, pour venir faciliter cette espèce de démocratisation, cet accès à l'investissement immobilier pour le commun des mortels, parce que sinon, ben, le marché est très, très, très opaque et fragmenté. C'est un marché quand on parle de délit d'initié, le marché immobilier multilogement, c'est un marché d'initiés. Sur les 30 acquisitions que j'ai faites dans les 10 derniers mois, il y en a 23 qu'il n'y a aucun autre investisseur au Québec qui a vu l'acquisition, qui a eu la chance d'acheter l'immeuble. Parce que le marché est tellement inefficient que moi, étant ce qu'on appelle un whale, donc une baleine, tellement un gros acheteur, ben, j'ai eu accès à ces opportunités-là sans que ces opportunités-là soient données à d'autres investisseurs. Donc, ça fait en sorte que ça devient très difficile pour le commun des mortels de réussir à trouver des bonnes acquisitions lorsqu'ils décident d'investir en immobilier. Et cette espèce d'inefficience-là me fait beaucoup penser au marché boursier avant les années 70, avant l'arrivée de la Nasdaq, la digitation justement des marchés. Donc, c'est un peu ce que moi je veux faire du côté immobilier, de dire, bon, mais regarde, pourquoi que ma mère, puis ton père, puis ma soeur ne pourraient pas également aussi investir en immobilier sans être obligé de faire une maîtrise en finance, puis sans être obligé d'avoir 1 million dans le compte de banque. Les gens, c'est de l'éducation, c'est d'aller voir ta plateforme puis dire, écoute, ça se calcule. On va en parler un peu aussi, que gars, c'est l'investissement immobilier. Moi, ce qu'on parle souvent des fois avec les gens, ben, j'épargne. T'épargnes ou t'investis? Fait que, souvent, je dis la même chose. L'immobilier, il faut que tu sois investisseur. J'achète de l'immobilier ou tu es investisseur immobilier. Tu veux une rentabilité ou tu veux dire, j'ai une immeuble? C'est un peu là-dedans. Épargner, c'est une bonne manière de s'appauvrir. Ray Dalio, un des plus grands investisseurs au monde, il dit constamment « cash is trash ». Fait que dans un monde d'inflation, dans un monde justement de dette qui est extrêmement, en fait, qui est donnée, là, en ce moment, je viens de signer une hypothèque d'1,89 %. Fait que on nous paye versus l'inflation finalement d'investir. Fait que si tu fais juste épargner, tu n'investis pas, que ce soit en immobilier ou que ce soit dans d'autres choses, honnêtement, moi personnellement, j'ai pas de parti pris dans longtemps que les gens investissent puis améliorent leur sort. Mais c'est clair qu'épargner, épargner sans investir, c'est un peu inutile.
Tout à fait, bien d'accord là-dessus. Mettons deux petits, on va terminer rapidement. Un qui est plus rapide, je sais qu'également qu'en immobilier, c'est la localisation, la localisation, si on fait une belle francisation de tout ça. Ouais. Les régions qui sont à acheter, puis ou surtout à ne pas acheter. Des fois, il y a des régions qui ne bougent pas du tout, puis il y a des hausses, on peut parler, mettons, Val-d'Or, qui écoute, là, c'est de la folie depuis plusieurs années, mais ça a été mort pendant bien des années aussi. Et sur des régions comme ça, c'est cyclique, je comprends, mais sur des régions que tu ne toucherais pas du tout, puis sur des régions que tu dis, là, on ne se trompe pas. Là. Ben, tu sais, on pourrait pousser très loin en économie, puis rentrer dans plein de concepts d'analyse de marché, tout ça, mais tu sais, pour le bien-être de tout le monde qui est là en ce moment, qui est en train de manger son lunch, puis qui ne sont pas des économistes, ultimement, c'est assez simple. Aller acquérir des immeubles dans des villes ou des régions où il y a une croissance de population puis qu'il y a des jobs. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Tant ce longtemps qu'il y a de l'emploi, puis qu'il y a une croissance de population, puis que l'emploi suit ça, puis qu'il y a des augmentations de salaire, tu es dans un bon endroit pour investir en immobilier. T'sais. Du moment qu'il y a une décroissance de population, du moment qu'il y a des pertes d'emploi, c'est clair que là, tu n'es pas dans une bonne situation, tu n'es pas dans un bon endroit. T'sais, on peut penser à des endroits comme la Gaspésie, on peut penser à des endroits dans le centre du Québec, exemple, surtout, mettons, dans la Mauricie. Shawinigan, c'est un exemple sur lequel j'aime bien taper sur ce clou-là bien souvent. On peut parler du Sorel. C'est des endroits que les gens vont dire, le premier réflexe, ça va être de dire « Ah, mais les immeubles sont pas chers là-bas. » Ils sont pas chers parce que les cash flows futurs sont tellement incertains, sont en décroissance, que c'est normal qu'ils soient pas chers. Ce que tu achètes vaut pas cher. Donc, c'est clair que d'acheter dans des marchés ou des villes où il y a de la vigueur économique, c'est la base du choix de où est-ce que tu vas investir. Good, excellent. Puis ça fait partie de la dernière question. Il va en avoir d'autres, des gens, bien entendu. Mettons, la fameuse question, ton meilleur conseil, ça serait quoi, justement, quel nombre de logements, est-ce que tu te mets en gang, est-ce que, on vient de parler des régions, la mise de fonds, quel pourcentage, fait à travers tout ça, tu dis, gars, moi, je veux commencer, je ne veux pas trop me planter, je veux investir, à part faire les ratios de faire les calculs de rentabilité. Ouais. Tu dis, tu te donneras quoi à un nouveau qui veut starter? Parce que la guérie, il n'y a pas de trouble. S'il n'a pas compris après 15 puis il manque de cash flow, ben, c'est comme n'importe quoi. Mais celui qui veut se lancer, je pense qu'on a des gens aujourd'hui qui ont un intérêt là-dessus. Ben, tu sais, je pense que la première question à se poser, comme pour n'importe qui veut investir en immobilier, il faut se poser la question, est-ce que vous voulez investir en vous pour pouvoir investir en immobilier ou non? Puis ça va avoir l'air bien biaisé parce que certains vont dire, ouais, mais tu vends des cours. J'ai parti l'école de formation. Je pense que la première chose, c'est d'investir dans sa formation. Si tu veux commencer à investir en immobilier par toi-même, si tu as 100 000 de mise de fonds, exemple, tu devrais mettre 10 000 dans ta formation. Si tu as 50 000, tu devrais peut-être mettre un 5 000 dans ta formation parce que c'est un domaine extrêmement complexe. Si demain matin, tu dis, je vais investir à la bourse, mais que tu ne veux pas investir derrière un gestionnaire de fonds ou un gestionnaire discrétionnaire, mais toi-même, tu veux vraiment aller investir à la bourse, mais tu ne vas pas juste t'ouvrir une application comme Disnap ou E-Trade et commencer à t'acheter des actions que tu penses que c'est pas pire. C'est clair que c'est la meilleure façon de se planter, puis c'est la même chose dans l'immobilier. Tu commences à investir demain matin, tu dis, je vais commencer à acheter un bloc ou deux, sans vraiment avoir le body of knowledge nécessaire pour investir dans ce domaine-là, il y a des bonnes chances que tu vas te planter. Fait que la première question à se poser, c'est as-tu le goût d'investir dans ton éducation, de mettre le travail et l'effort nécessaire, le temps, l'énergie et l'argent pour être apte à investir en immobilier? Si la réponse est oui, parfait, va te former. Si la réponse est non, bien là, il va falloir que tu trouves quelqu'un qui est formé, qui est honnête, qui est transparent, qui est équipé pour faire de l'investissement, puis va te mettre en partnership avec cet investisseur-là, avec ce qu'on va appeler ce promoteur-là, rentre derrière lui comme actionnaire minoritaire, comme associé en joint venture, comme investisseur passif si d'un point de vue légal ça fonctionne. Il y a tout le concept de l'investisseur qualifié, tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment le conseil que je donnerais, premièrement, essaie de déterminer c'est quoi ton profil d'investisseur. Ça te tente-tu d'être actif, puis d'apprendre comment que ça fonctionne, puis de bien le faire, bien parfait, va te former, puis après ça, investis. Si la réponse c'est non, bien trouve quelqu'un qui est un kingpin là-dedans, puis essaie de rentrer dans ses deals. Ouais, excellent. Bien, merci beaucoup, Nicolas. Ça fait plaisir. Oui.
Fait que, comme je vous dis, ceux qui sont intéressés, posez vos questions sur le chat après toutes nos présentations. Nous et Nicolas seront présents pour pouvoir y répondre. Donc, moi, je continue avec ma propre partie. Mes collègues, est-ce qu'on voit ma présentation? Oui, Francis, tout est correct. Parfait. Good. Merci à tous. Excellent. Donc, Nicolas en a apporté quelques-uns. Moi, je l'ai amené aussi quelques-uns qu'on entend. Je ne les ai pas tous mis parce qu'on veut garder l'heure de dîner efficace. On entend ça. L'immobilier, c'est facile. Je vais me créer un fonds de pension avec ça. Ça crée des revenus passifs. C'est rentable, ça n'a aucun sens. C'est pas risqué. Puis, moi, je vais amener un point un peu plus. C'est pourquoi je l'ai juste mis dans moins un mythe, mais je voulais juste quand même faire un petit tour d'horizon à ce moment-là. Dans le facile, mais je pense que Nicolas a quand même bien répondu qu'effectivement, ce n'est pas facile. Ça demande certaines connaissances, certains efforts. Et de toute façon, dans la vie, pour réussir, demander à n'importe quel entrepreneur, il n'y a rien de facile à ce niveau-là. Fonds de pension, je vais l'esquiver. Je trouvais ça très intéressant. Vous pouvez parler avec moi ou mes collègues planificatrices de l'idée à travers ça. Il y a malheureusement des situations, des gens qu'on est obligé de faire vendre des immeubles. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours un fonds de pension, mais effectivement, c'est un actif. Je vais passer quand même un peu plus de temps sur les revenus, la mentalité sur les mythes du revenu passif. Aujourd'hui, je suis un petit peu l'avocat du diable. Inquiétez-vous pas quand j'ai des clients, puis j'ai moi-même de l'immobilier. Donc, inquiétez-vous pas, c'est pas mon but, c'est moi qui portais le chapeau avec les cornes ce midi. Revenu passif, donc, entre guillemets, c'est de dire que c'est un revenu pendant que tu dors, un revenu qu'on fait rien. Et en immobilier, grosso modo, quand on a surtout du multilogement, c'est à moitié vrai. Parce qu'on doit prendre du temps. Donc, du temps ne devient pas passif, soit du temps pour faire des rénovations, de trouver des locataires, d'aller faire la cueillette de nos loyers, de se faire appeler à n'importe quelle heure du jour. Donc, ça ne devient pas du revenu si passif que ça. Oui, il y a une portion. Quand tout va bien, effectivement, ça fonctionne bien. C'est mieux que d'aller travailler 40 heures par semaine. Donc, oui, par rapport à ça, il y a une portion qui l'est, mais c'est simplement d'en prendre en considération. Ça pourrait devenir vrai si on délègue à une gestion, mais effectivement, il va y avoir un pourcentage de nos profits à déléguer là-dessus. Donc, ça dépend de votre grosseur aussi. Il y a des régions que j'ai su qui ne sont pas desservies. J'ai la grosseur de certains immeubles que des fois des gestionnaires ne voudront pas. Donc, à s'informer peut-être avant d'acquérir quoi que ce soit. Rentable, rendement, est un petit peu, je fais un peu un bémol à ce niveau-là et pas à 100 comme je dis, j'essaie de mettre du visuel là-dessus. C'est simplement toujours pour comparer. Nous, on est là pour regarder l'ensemble. Ici, la charte, ce qu'elle explique, c'est l'immobilier à Montréal. Donc, on n'a pas encore calculé l'indice de rentabilité, les revenus à travers ça. On est vraiment de dire, sans rien faire, ma bâtisse à Montréal, depuis les années 90, a pris une moyenne de 4,1 par année. Les indices, encore là, si on veut acheter des indices, peu importe les plateformes qu'on veut transiger, il y a toujours quand même un petit frais administratif. Il y en a partout. On veut acheter une résidence, il y a des taxes, ces choses-là, mais si on a un locataire qui nous paye, il y a une rentabilité à calculer. Fait que je n'en suis pas ici pour, comme je dis, dire hey, en immobilier, ça fait juste 4,1 je fais juste un bémol là-dessus. C'est simplement de dire bien, l'immobilier sans rien faire, donc vraiment d'être passif, j'achète même une maison unifamiliale à Montréal, a fait historiquement en moyenne 4,1 de juin 2020 à des années 90 versus des indices au niveau de la bourse, soit du S&P TSX, qui est souvent l'indice comparé puisqu'on est au Canada, et le meilleur indice qui est le S&P 500 qui a fait 10,3 Donc, c'est simplement à regarder, puis Sandy va en parler un peu plus tantôt, pas en détail parce qu'on n'a pas le temps, mais vraiment de calculer la rentabilité. Pas de risque, bien souvent on oublie de le calculer. On achète de l'immobilier, c'est un mythe, ça va bien, il n'y a pas de risque. Bien, il faut calculer un risque de vacances. Okay? La vacance, c'est peut-être le logement va être libre, un locataire qui part plus tôt, qui ne nous paye pas.
un bris imprévu ou un bris fait par le locataire, malgré que ça devient imprévu, mais vous comprenez l'idée à travers ça. Il faut calculer la fiscalité. Est-ce qu'on l'a perso? Est-ce qu'on le met dans une incorporation? Comment ça l'impacte? Devient-tu rentable? Bien, il y a un risque de fiscalité au décès. On en parle tantôt. Notre collègue Julie va faire un petit cas rapide aussi à travers ça. Une baisse de marché. Moi, le niveau de risque est toujours là. Le risque est toujours une notion à court terme. Nicolas en a parlé. À long terme, ça fonctionne toujours bien. Marché financier, c'est le même principe. L'autre risque, c'est que c'est peu liquide. On veut vendre quelque chose, on veut le vendre, donc ça peut être très long. Présentement, on a un super de beau marché, ce qu'on entend, donc ça part très rapidement, mais il y a des années que ça ne l'était pas. Il y a des années entre 90 et 2000, ça a même été négatif. Ça a pris 10 ans avant de 1990 à 2000-2001, ce que j'ai vu, avant de revenir à ce qu'on avait investi. Et il ne faut pas oublier que c'est un prêt de levier, donc on emprunte de l'argent pour aller faire du placement supplémentaire. Pas de risque, bien, ça reste un levier financier. Donc, c'est pour ça que je fais toujours le comparatif au niveau des placements. Bien, le placement, on a des risques financiers également qui sont là, mais toujours à court terme. Dans le bleu, c'est les périodes de hausse, puis on peut les voir, c'est l'indice du S&P. Et ce qui est un peu en genre de vert kaki, là, grosso modo, tout dépendant les couleurs des... on voit les années de baisse et on voit le pourcentage. Puis on voit toujours que c'est une période qui est à court terme. Puis ce que je dis aussi en immobilier, c'est le même principe. Y a-t-il quelqu'un qui va évaluer votre bâtisse et dire hey, aujourd'hui, elle vaut 300 000. Ah, ben demain, elle vaut 298. Oh, après-demain, 294. Oh, dans une semaine, elle remonte à 302. Bien, puisque dans le placement, on le voit tous les jours. Il y a des. C'est comme si on avait un évaluateur qui venait évaluer notre maison, mais à long terme, on fait de l'argent avec une maison, on fait de l'argent avec l'immobilier, bien, on fait également de l'argent dans les placements financiers. Donc, le risque est une notion de court terme. Donc, c'est simplement pour mettre en perspective là-dessus. Donc, en résumé, ce que je veux, c'est important de regarder l'immobilier pour avoir, il faut une certaine situation financière stable et solide. Il faut également une forte tolérance aux fluctuations. Donc, on ne sait pas quelque chose qu'on s'enligne là-dessus pour le court terme. Il faut avoir un profil de type audacieux. Comme en placement, c'est le même principe. Il faut être prêt à avoir certains risques qu'on est capable de tolérer. Il faut détenir des sources de liquidité, justement, pour être en mesure de payer soit le prêt ou soit payer les imprévus, des prêts, des bris ou des vacances du logement, des réparations, des rénovations. Il faut toujours avoir un horizon à long terme, puis toujours avoir cette rigueur-là, parce que vous êtes investisseur, c'est très important. Ça fait partie d'une diversification. D'avoir juste de l'immobilier, bien, je suis contre. D'avoir juste des placements d'actions canadiennes en placement, je suis contre aussi. Donc, c'est vraiment ça qui est important, de diversifier, de ne pas mettre les œufs dans le même panier, la fameuse expression commune. Et bien entendu, en immobilier, c'est d'avoir du temps égale de l'argent. Souvent, en rentabilité, c'est comme, j'ai des clients, l'immobilier, parfait, combien de temps tu as passé dessus? Puis ils sont incapables de me répondre. Et c'est là que je leur mets en lumière, bien, si tu avais pris ce temps-là pour faire d'autres choses ou faire de l'overtime si c'était possible. Puis il y en a qui vont dire, bien, j'aime ça, je suis manuel, j'aime ça aller faire de l'immobilier. Bien, tant mieux, calcule juste ton temps, voir si c'est vraiment un investissement ou c'est juste pour te désennuyer. Bref, c'est un petit peu ça de mon côté. Fait que, quelques petits points à retenir et je vais aligner le tout avec notre chère amie Sandy qui va nous présenter quelques points très précis. Sandy, je te laisse continuer. Merci. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Oui, c'est moi sur la photo, puis en plus, j'ai la même robe. C'est extraordinaire. Moi, en fait, je suis contente que notre invité ait parlé je pense que le principal mythe en immobilier, c'est que c'est facile et que c'est accessible à tous. Je ne pense pas avoir un client qui passe dans le bureau qui ne me parle pas d'un désir d'investissement immobilier. On en entend beaucoup parler. Donc, le côté positif, c'est que je suis convaincue que l'information est abondante. Les gens peuvent trouver de l'information pour se former. Il y a plein de structures de formation comme MREX, entre autres. Mais des fois, les gens tombent un peu en amour avec leur projet. Donc, je pense que c'est un premier mythe qu'il faut démystifier. J'ai vu plusieurs clients qui sont arrivés à faire une planification financière, puis là, on commence à analyser les chiffres de rentabilité de leur immeuble, et puis on se rend compte que finalement, il est cash flow négatif. Donc,
les gens ont investi à long terme, donc il n'y a aucun doute que cet actif-là, à long terme, va probablement prendre de la valeur. On ne sait pas nécessairement quel pourcentage, mais donc ça devient un investissement qui est très, très immobilisé. Mais dans la vraie vie, vous ne faites pas votre épicerie avec un bilan, vous faites votre épicerie avec un compte de banque. Donc, même si vous avez des actifs qui vont prendre beaucoup de valeur à long terme et que, dans le fond, le cash flow devient un enjeu, mais vous n'aimerez pas votre investissement. Et ça, je l'ai déjà vu aussi dans le bureau. Donc, la première stratégie, si on pense toujours que nous, comme planificateurs financiers, on voit l'immobilier comme un complément de différentes stratégies, puis on le voit vraiment dans une optique de diversifier nos actifs. Bien, la première chose, c'est évidemment de bien évaluer la rentabilité de l'immeuble. Puis je dirais surtout si c'est le premier, parce que c'est le premier qui va décider si vous allez faire de l'argent plus rapidement, que vous allez pouvoir utiliser le levier pour en acheter d'autres, etc. Donc, j'ai quand même senti souvent chez des clients qu'on tombe en amour avec notre désir d'investir dans l'immobilier, puis on est prêt à acheter n'importe quoi. Les marchés sont très, très hauts dans plusieurs villes actuellement. Donc, le fait de mal évaluer la rentabilité, pour moi, c'est ça qui va faire la différence finalement entre est-ce que vous allez avoir un immeuble ou pas. Donc, il y a des structures disponibles facilement sur Internet. Comme planificateur financier aussi, on est capable avec différents outils en ligne de vous aider à analyser et à comprendre les différents ratios puis la gestion du cash flow en bon français. Donc, n'hésitez pas à vous entourer pour ne pas faire, dans le fond, cette première erreur-là qui est de tomber en amour avec un projet, mais qui finalement ne sera pas nécessairement rentable. Donc, ensuite, la deuxième erreur que je vois quand même assez régulièrement, c'est de ne pas prendre de déduction pour amortissement. Donc, c'est quelque chose qu'on peut observer dans le rapport d'impôt, dans la déclaration de revenus du contribuable. Parfois, certains comptables vont dire à leurs clients de ne pas prendre la déduction pour amortissement parce qu'ils vont payer plus d'impôts plus tard. Donc, je veux un peu démystifier la distinction ici. C'est vrai d'ailleurs. Donc, par exemple, si le coût en capital de votre immeuble est 250 000 puis vous le revendez éventuellement à 500 000, votre gain en capital va être, dans le fond, calculé sur la différence entre le produit de disposition 500 000 moins votre coût en capital. La déduction pour amortissement, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque année, on a le droit de déduire un certain pourcentage. Donc, pour la majorité des immeubles qui ont été achetés après 1987, c'est 4 %. Donc, vous allez pouvoir, à chaque année, déduire 4 % du 250 000 initial de votre coût en capital pour payer moins d'impôts sur les revenus de location. Donc, vous payez l'impôt en abaissant, dans le fond, vos revenus de location nettes. Et dans le fond, ce que ça fait, c'est que la fraction non amortie du coût en capital, elle, diminue. Donc, si vous me suivez, c'est qu'au moment de la vente de l'immeuble, le gain en capital ne sera plus calculé sur 500 000 moins 250, mais 500 000 moins le solde du 250 qui est diminué à chaque année du 4 %. Donc, c'est sûr que vous allez effectivement payer plus d'impôts si vous prenez la déduction pour amortissement à long terme. Mais toutefois, en fiscalité, le principe de base pour s'enrichir, c'est de reporter les impôts dans le temps. Donc, vous êtes quand même gagnant de prendre cette déduction-là et à chaque année payer moins d'impôts. Et dans le fond, de vous enrichir personnellement. Puis, dans le fond, si vous vendez votre immeuble à long terme, vous, dans le fond, vous serez enrichi personnellement plus longtemps plutôt que d'enrichir le fisc au fur et à mesure chaque année. Et puis, idéalement, dans le fond, dans un contexte de planification financière intégrée, ce que je tiens à mentionner, c'est que moi, je suggère toujours à mes clients, dans le fond, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est bâtir un petit parc immobilier, mourir avec, puis le transmettre aux générations futures. Donc, de toute façon, le calcul des impôts sur l'immeuble, Julie va en parler tantôt, va être calculé au décès là, du deuxième parent s'il y a lieu. Donc, évidemment, là, je parle toujours pour les immeubles qui sont détenus là, personnellement parce que c'est vraiment pas la même chose là, si on pense aux compagnies de gestion immobilière. Donc, reporter les impôts le plus loin possible dans le temps et idéalement mourir avec ces immeubles. Donc, si votre comptable vous a déjà parlé que c'était dangereux l'amortissement, mais faites quand même la peine de faire un petit recalcul avec votre conseiller financier. Puis au final, vous prendrez la décision, mais au moins vous aurez eu la distinction entre les deux. Et dernière erreur que je vois aussi, que je ne comprends toujours pas, mais qui est très, très fréquente, c'est de se dépêcher à rembourser son prêt hypothécaire sur les immeubles. Mon hypothèse, c'est que les gens vont acheter en départ dans leur vie financière leur maison personnelle, ils vont négocier une hypothèque. Ils vont acheter un premier immeuble, ils vont négocier une hypothèque, etc., s'il y en a d'autres ensuite. Donc,
c'est probablement parce que les hypothèques n'ont pas été négociées en même temps, dans le même contexte de financement, de taux hypothécaires, etc. Fait que ça arrive souvent qu'on voit que les gens ont de plus gros paiements sur leur immeuble que sur leur maison personnelle. Mais c'est un non-sens. Selon l'article 21C de la loi de l'impôt, les intérêts sont déductibles, dans le fond, quand l'emprunt est contracté dans le but d'investir. Donc, vous pouvez déduire ces intérêts-là, alors que sur votre maison personnelle, c'est un bien de consommation, donc vous ne pourrez jamais le faire. Là, je dis maison personnelle, mais ça peut être aussi le chalet là, dans certaines situations. Donc, c'est quand même assez facile de mettre en place une stratégie pour transformer les intérêts non déductibles en intérêts déductibles. Donc, dans le fond, ce qu'on fait avec la MAPA, donc peut-être que c'est un acronyme que vous avez déjà entendu, qui est la mise à part de l'argent. Mais dans le fond, c'est qu'on va utiliser les revenus de location pour rembourser les dettes personnelles, dont les intérêts sont non déductibles, ou payer les dépenses personnelles, quitte à, dans le fond, ne pas payer l'hypothèque ou payer moins vite l'hypothèque de l'emprunt commercial. Et dans le fond, on va transformer le statut de ces intérêts-là. Donc, c'est très intéressant. Encore une fois, c'est seulement pour les immeubles qui sont détenus personnellement. Et c'est quand même assez, c'est simple le concept, mais au niveau de la mécanique, c'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre en place avec un conseiller financier qui va travailler avec votre banquier, entre autres, parce qu'il faut, dans le fond, 2 comptes distincts. Il faut faire sûr qu'il y a un compte pour payer les dépenses d'immeuble, un compte pour accueillir les revenus. Il faut s'assurer que dans la marge de crédit, il n'y ait jamais aucun revenu de dépense qui vienne corrompre la MAPA, donc pour pas, dans le fond, annuler la possibilité de déduire vos intérêts. Donc, encore là, c'est un concept assez simple, mais qui illustre que quand on se lance en immobilier, ça vaut la peine de prendre son temps et puis de s'entourer de professionnels, là. Donc, nous, comme planificateurs financiers, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vous aider à parler avec votre fiscaliste, votre formateur, votre coach en immobilier, votre comptable, etc. Donc, gênez-vous pas, les ressources sont disponibles. Et puis, dans le fond, l'immobilier doit être considéré comme une catégorie d'actifs. Puis, dans le fond, c'est tout aussi important de s'entourer avec des experts là, pour avoir des bons conseils que n'importe quel autre. Donc, quand vous voulez investir dans des placements, vous avez besoin de bons conseillers. C'est la même chose en immobilier. Donc, gênez-vous pas pour poser les questions. Donc, c'est tout pour moi. Merci, Sandy, pour ton intervention. Donc, vous êtes maintenant, en fait, plus informé sur le sujet. Donc, si vous désirez toujours investir en immobilier et que vous dites « oui, je le veux » ou que vous détenez peut-être déjà des immeubles, bien, comme Sandy l'a mentionné, c'est important d'être bien accompagné. Donc, je vais partager ma présentation également. Est-ce que vous voyez bien? Oui? Je ne vous entends pas, Sandy. Fais juste un petit signe. Excuse-moi, j'étais sur mute. Oui, je te vois très bien. En fait, je te vois en triple parce que je te vois partout dans mon écran. Oh mon Dieu! Bon, bien. Merci. Alors, vous avez sûrement déjà entendu la citation suivante là, de Benjamin Franklin qui dit qu'en ce monde, rien n'est certain sauf la mort et les impôts. Alors, je trouvais que ça mettait bien la table pour ma présentation, en fait, parce que qu'est-ce qui va se passer à votre décès pour vos immeubles locatifs? Eh bien, sachez que la loi de l'impôt nous dit qu'on est présumé avoir vendu nos biens à la juste valeur marchande 1 minute, en fait, avant de mourir. Et là, le gouvernement va tendre sa main et va vous demander, en fait, de payer vos impôts sur le gain en capital, sur la plus-value, en fait, que votre immeuble va avoir pris au fil des années. Donc, malheureusement, là, ça vient avec une facture d'impôt assez importante. On va le voir tout à l'heure dans un exemple. Et ça va définitivement impacter à la baisse. Donc, ça va venir réduire la valeur des biens que vous allez léguer à vos héritiers. Il y a cependant une exception à cette règle-là, c'est que la loi permet un roulement fiscal aux conjoints. Mais en fait, c'est impératif que le testament doit prévoir la dévotion, en fait, de vos biens, donc de vos immeubles à votre conjoint, pour pouvoir permettre
de pouvoir faire le choix, en fait, du roulement fiscal pour que ça puisse se faire. Donc, le roulement fiscal, ce qu'il va venir faire, c'est qu'on va venir reporter l'imposition puisqu'on a présumé là, que vous aviez vendu votre immeuble juste avant votre décès. Donc, on va reporter l'imposition au décès de votre conjoint. Et là, on ne s'en sauvera pas à ce moment-là. C'est évidemment lui qui va devoir payer les impôts. Donc, on parle de combien d'impôts à payer. Alors, j'ai pensé vous préparer un petit exemple pour que ce soit un peu plus concret. Évidemment, dans ce cas-ci, notre client a déjà assisté à notre webinaire dans le passé. Il est bien informé, il a fait ses calculs de rentabilité, il a décidé de prendre de l'amortissement parce qu'il a suivi nos bons conseils. Donc, notre client s'achète aujourd'hui un triplex d'une valeur de 750 000 $. Il va conserver son immeuble. Alors, vous pouvez voir, exemple, si on le fait, s'il est décédé à l'âge de 85 ans, donc j'ai présumé une croissance de 2 Tout à l'heure, Francis, tu as parlé plutôt avec ton tableau d'une croissance de 4 là, pour une trentaine d'années. Alors, je pense que j'ai été quand même conservatrice, mais son immeuble de 750 000 $ qu'il paye aujourd'hui, son triplex, bien, à 85 ans, il va valoir 1 600 000 $. Et dans le fond, le gain en capital va être calculé sur cet écart-là. Et là, je vais quand même vous épargner le détail là, de tout à l'heure. Sandy, elle nous a parlé de la fonction non amortie en capital. Donc, il va y avoir une récupération d'impôts qui va venir en fait s'ajouter aux revenus de notre client décédé. Puis en bout de ligne, la madame va avoir un impôt à payer de 500 000 $, donc une facture d'impôt. Notre client pensait laisser un triplex d'une valeur d'1,6 million, mais dans les faits, ça va être tout autrement, en fait. Et là, mon scénario là, tient compte que mon client n'a qu'un seul immeuble. Donc, vous pouvez vous imaginer s'il détient d'autres immeubles locatifs, bien, la facture d'impôt va être considérable. On va tenir compte aussi, il va y avoir une disposition présumée aussi pour tous ces autres biens. Hein, donc, c'est REER. Donc, rapidement, il va y avoir énormément d'impôts à payer pour la conjointe. Évidemment, on va appliquer le roulement fiscal. Donc, les impôts vont être exigibles au décès du deuxième conjoint. Mais il reste que c'est quand même important. Alors, c'est quoi les options que vous avez, en fait, pour pallier à ça? Eh bien, vous pouvez certainement décider, donc la succession peut décider de vendre l'immeuble et évidemment, le profit va servir à payer les impôts. Mais vous savez, quand on doit vendre rapidement, bien, on n'a peut-être pas les offres les plus alléchantes. On peut également choisir de réhypothéquer l'immeuble si les revenus le permettent. Mais également, si l'immeuble, on a déjà atteint sa capacité d'emprunt maximale, donc on peut être limité de pouvoir réhypothéquer l'immeuble pour pouvoir venir payer les impôts. On peut également liquider d'autres actifs de la succession. Et là, ce n'est pas sans impacter le montant, en fait, qui va rester à la succession. Donc, quand vous avez travaillé fort toute votre vie, c'est important de vouloir conserver, de vouloir préserver votre patrimoine pour justement pouvoir le transférer de génération en génération. L'autre option, c'est de souscrire à une protection d'assurance-vie. C'est souvent ce qui va être privilégié si, évidemment, vous êtes en bonne santé. Et là, on va recommander de souscrire à une assurance-vie permanente au deuxième décès. Parce que si vous avez bien suivi, l'impôt avec le roulement fiscal va être exigible au décès du deuxième conjoint. Alors, avec ce montant d'assurance-là, ça va servir justement à payer les impôts. Donc, le montant d'assurance-vie, c'est un montant qui est non imposable. C'est un règlement rapide aussi. Donc, la succession va avoir rapidement les argents en ses mains pour pouvoir pallier à la facture fiscale de notre client.
Donc, vous faites quoi pour préserver la valeur du patrimoine? On entend beaucoup parler de planification de retraite. Hein? Nos clients sont très sensibilisés à ça, mais planifier le après aussi est tout aussi important. Et des fois, quand on acquiert des immeubles, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va penser. Donc, pour préserver la valeur de votre patrimoine, parce qu'on sait qu'en immobilier, les valeurs peuvent être assez importantes, on peut le faire en accomplissant 3 simples étapes, c'est-à-dire d'évaluer l'impact fiscal au décès. Donc, on a, nous, les outils en tant que conseillers pour pouvoir vous accompagner là-dedans. Faire une bonne planification successorale avec un plan de match, avec des professionnels et également aussi la mise en place du financement efficace de l'impôt au décès. Donc, avec notre solution d'assurance qui peut être au deuxième décès, qui peut être envisagée à ce moment-là. Pour terminer, en fait, je voulais également vous éveiller quelques autres conseils qui ne sont pas nécessairement en lien avec la planification successorale, mais en fait, d'autres points à considérer, entre autres, de souscrire à une assurance vie temporaire pour rembourser le prêt hypothécaire. Pourquoi? Bien, en fait, le conjoint survivant n'a peut-être pas la capacité ou il ne se qualifiera peut-être pas pour reprendre la nouvelle hypothèque. Donc, en souscrivant une assurance vie temporaire avec votre conseiller financier, bien, à ce moment-là, l'hypothèque va être remboursée. Évidemment, la banque va vous proposer de souscrire à cette assurance-là, mais sachez que ça se magasine, hein? Ça se magasine avec votre conseiller et qu'avantage à le faire, c'est moins cher, puis en plus, vous allez être mieux protégé. Donc, moi, je vous invite, si vous vous faites offrir la protection d'assurance pour protéger votre prêt, d'en discuter avec votre conseiller en sécurité financière. Un petit point, on entend souvent dans nos bureaux que les gens veulent déduire la prime d'assurance vie temporaire, donc l'assurance qui pour rembourser l'hypothèque advenant un décès. On nous dit qu'on peut le déduire, mais en fait, la seule façon qu'on peut la rendre déductible, cette prime-là, puis en fait, c'est même une partie de la prime qui peut être déductible, c'est si c'est exigé par l'institution financière. Donc, il y a d'autres critères, là, mais et ce n'est pas si souvent que c'est exigé par votre banque. Donc, c'est à faire attention. C'est important aussi de revoir le testament pour pouvoir justement permettre le roulement fiscal au conjoint, donc pouvoir le reporter au décès, au décès du deuxième conjoint. Puis bien entendu aussi d'avoir un plan d'action pour payer cet impôt-là. Donc, pour conclure, l'immobilier, c'est certain ça peut être une catégorie d'actifs et ça vient en fait diversifier votre portefeuille au même titre que détenir des REER et des CELI. Mais comme vous l'avez vu depuis le début de la présentation, il y a quand même plusieurs points à considérer et c'est important justement d'être bien accompagné, d'aller chercher les bonnes personnes ressources, les bons professionnels et en fait, nous, on peut vous aider avec tout ça parce que, en fait, on connaît la situation de nos clients, on travaille en stratégie globale, on ne travaille pas en silo, là. Alors, on a vraiment une vue d'ensemble, puis on est des bonnes personnes, en fait, pour vous accompagner dans ces projets-là. Donc, avant de passer aux questions, je vais juste terminer le PowerPoint. Donc, avant de passer peut-être à la période de questions sur le chat, j'aimerais remercier notre invité, alors Nicolas Ré de MREX. On voit que l'immobilier suscite vraiment beaucoup d'intérêt de la part de nos participants. Alors, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir accordé de ton temps. Là, je vois que tu es en route. Alors, un gros merci. Donc, je tiens aussi à remercier mes collègues, Sandy, Francis. Donc, merci là, pour vos interventions qui sont très, très pertinentes. Merci à toi aussi, Julie. Pardon? Merci à toi aussi, Julie. Merci. Et aussi à nos participants. Donc, j'espère que vous avez apprécié. En fait, c'est sûr qu'on ne peut pas faire le tour de
de tout. Il y a tellement de choses à dire. Donc, voilà. Alors, je vais... Le temps que tu regardes les questions, Julie, je me suis amusé avec le point de Sandy par rapport à l'amortissement. Je veux dire, si tu es capable de générer un rendement pas pire au lieu de payer cet impôt-là, ben, ça vaut la peine. Hein. Effectivement. On a un participant là, qui nous mentionne, en fait, est-ce que les gens qui investissent dans des blocs appartements sont souvent capables de couvrir les paiements de l'hypothèque du bloc ainsi que les taxes foncières, puis en fait, toutes les dépenses avec les revenus de location qu'ils reçoivent ou non? En fait, ça revient à la dernière slide de Francis, certains des risques. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans le marché multilogement, là, je parle surtout dans le 5 et plus. Dans le petit plex, dans le 3-4, c'est un peu une autre histoire. C'est un marché dans lequel, moi, personnellement, je suis moins fervent et moins intéressé par ce marché-là. Mais dans le multilogement 5 et plus, il y a un concept qui s'appelle la valeur économique, qui est ultimement une espèce de barème établi par les départements actuariels des banques qui viennent limiter le prêt qu'ils vont vous octroyer pour acheter l'immeuble. Et cette limitation-là est basée sur, finalement, une espèce de buffer de sécurité qui fait en sorte que tu n'as pas le choix d'acheter un immeuble qui est rentable. Tu n'as pas le choix d'acheter un immeuble qui est rentable à travers ce qu'on appelle le ratio de couverture de dette. Donc, si tu achètes avec un prêt assuré par la SCHL, en partant, dans la plupart des prêts, eux, ils vont imposer un ratio de couverture de dette de 1,30. C'est-à-dire que ton immeuble doit être 30% plus rentable que le coût mensuel de la dette et des dépenses. Si tu achètes avec un prêt qui est conventionnel, donc pas assuré par la SCHL, là, ça va être 1,15 à 1,25, donc 15 à 25%. Ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas le choix d'acheter des immeubles de manière rentable et à la base, dans la manière que ton acquisition est obligée d'être structurée, bien, tu dois avoir un buffer de 15 à 30 %. Ça veut dire que tu pourrais avoir un 15 à 30 % de perte de revenus, puis tu vas quand même réussir à payer toutes tes dépenses d'opération et également à payer ton hypothèque. Donc, dans le fond, Nicolas, pour nos plus petits investisseurs, que probablement leur premier investissement immobilier risque peut-être d'être des 5 logements et moins, c'est encore d'autant plus important, en fait, de bien faire le calcul de rentabilité parce que là, tu sembles dire que pour les 5 places et plus, dans le calcul, justement, pour le financement, ils vont déjà tenir compte que ton immeuble doit être rentable, sinon ils ne voudront pas te prêter. C'est ça, ils vont limiter le montant du prêt, tandis que dans le 2, 3, 4 logements, bien, le prêt va être octroyé selon plus des mécanismes d'immobilier résidentiel, donc ton ABD, ton ATD. Alors, ça fait que des fois, bien, tu peux avoir des plus gros financements sur ces petits immeubles-là, ce qui fait que tu as moins de buffer, tu as moins de sécurité en cas de perte de revenus ou en cas de difficulté. Puis, je dirais que la solution derrière ça, oui, c'est juste pour aller dans le 2, 3, 4 logements. D'aller tout de suite le plus possible dans le 5 logements et plus. Puis si vous n'avez pas la mise de fonds nécessaire pour le faire, bien, trouvez quelqu'un d'autre qui a également une mise de fonds équivalente à la vôtre. Puis au lieu d'acheter un 3 logements du seul ou un 4 logements du seul, allez donc acheter un 5 et plus, peut-être avec une autre personne. Et même en situation, ça va faire en sorte aussi que là, vous allez partager le risque sur un actif qui, à la base, de manière systémique, est moins risqué. OK. Julie, Merci. si je peux me permettre aussi pour notre participant, Oui. tantôt je parlais des calculateurs en ligne, là, ben, concrètement, pratico-pratique, dans les calculateurs, on va tenir compte de toutes ces dépenses-là, là, des dépenses pour payer le financement, mais aussi les taxes, l'entretien de l'immeuble, etc., un risque de non-paiement. Donc, c'est peut-être de ne pas se gêner pour aller fouiller en ligne. Il y en a des exemples de calculateurs qui vont vous permettre de comprendre rapidement là, comment on calcule la rentabilité de l'immeuble. Puis après ça, pour des cas concrets, bien, vous pouvez vous faire accompagner par un expert. J'ai encore le temps pour deux petites questions. Donc, quelle devrait être la stratégie de transfert si j'achète un immeuble maintenant et que je souhaite ensuite le léguer à mes enfants lorsqu'ils seront adultes, mais actuellement qui sont jeunes? Donc, ce que je peux peut-être dire, c'est qu'effectivement, du vivant, on peut vouloir, dans le fond, laisser notre vivant. Il peut y avoir des avantages à le faire, à
à léguer en fait un immeuble, mais il y a quand même beaucoup de points à considérer parce que ça ne se fera pas quand même sans impact fiscal, là. Mais il y a des planifications qui peuvent être faites dans ce sens-là. Je ne sais pas si Sandy, tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, bien, c'est sûr que là, à ce moment-là, c'est vraiment de s'asseoir avec avec vous pour établir, dans le fond, c'est quoi l'objectif au niveau de l'immeuble. Puis, dans le fond, c'est à quel âge qu'on veut léguer aux enfants. Est-ce que c'est d'un coup? Est-ce qu'on vend aux enfants? Est-ce qu'on cède? Est-ce que tout ça doit se faire au calcul à la juste valeur marchande selon la loi de l'impôt? Donc, c'est sûr que léguer du vivant, ça amène quand même au niveau de la fiscalité certains impacts qui sont plus complexes. Donc, ça va vraiment... ça va dépendre d'un paquet de trucs. Là. Donc, là, à ce moment-là, j'irai vraiment avec un conseil personnalisé puis une planification complète là, parce que il y a tellement d'éléments qui peuvent faire varier. Là. Si vous me permettez d'ajouter à ça, c'est un très bon conseil. Puis je dirais, honnêtement, pour jouer beaucoup là-dedans, là, du vivant, la meilleure manière de le faire, c'est par une vente d'actions. Donc, ultimement, c'est qu'on vend tranquillement le portefeuille au fil des ans avec une vente d'actions, ce qu'on appelle en finance un leverage buyout. Ça permet justement de ventiler le gain en capital sur plusieurs années. Actuellement, une balance de prix de vente, par exemple, quand un vendeur vend un immeuble, puis il y a un montant qui reste en solde, un solde de prix de vente, on peut aller ventiler l'impôt jusqu'à un maximum de 5 ans. Et par un mécanisme de vente d'actions, on peut ventiler justement ça sur autant d'années qu'on veut. Donc, du vivant, ça peut être extrêmement intéressant. Puis, si on veut léguer de notre non-vivant, ben, il y a aussi, je ne sais pas si vous, comme planificateur, vous travaillez avec ça, mais fort probablement, il y a une espèce d'assurance qu'on appelle en jargon l'assurance zero cost, qui est une assurance vie permanente, participative, qui est dispendieux, mais qui permet de mettre en place vraiment un leg extrêmement intéressant. D'ailleurs, la plupart des grandes familles, des différentes ethnies, là, les grandes familles juives, les grandes familles européennes aussi, mettent souvent en place des structures de cette manière-là. Je suis content que tu en parles, Nicolas. Effectivement, moi, je me lève pour vendre des actions juste au gré de nos gens. Il faut créer, bien entendu, une incorporation. Fait que ça pourrait être une des stratégies à faire là-dessus. Ça dépend aussi de la grosseur de l'assurance vie, bien entendu, qu'on en parle, de nos créneaux. On peut aller plus loin en poussant avec des fiducies, puis ça dépend de votre situation. Fait que, c'est malheureusement du cas par cas. Parlez-en avec votre conseiller, puis évaluez votre stratégie. Qu'est-ce que vous, mon cher, poseur des questions, je ne veux pas dire le nom en public, c'est pour ça que j'ai détourné, mais c'est ça. Regardez puis attentivement votre propre situation avec un des experts ici. Aussi, pour la connaissance générale de tout le monde, tantôt, Francis, dans ton graphique, on a reparlé par après, l'immobilier, exemple, à Montréal, qui a pris 4 % de valeur, c'est important de comprendre que c'est la prise de valeur des actifs, donc l'appréciation. L'appréciation, c'est réellement juste un des 4 types de rendements qu'on va chercher avec l'immobilier, par exemple, multilogement. Fait que pour que les gens aient peut-être une attente qui va être réaliste, là, le rendement généré par des immeubles multilogements, si tu es un investisseur le plus passif possible, tu n'es pas un redéveloppeur comme dans mon cas, mais quelqu'un qui achète juste des immeubles, qui s'assoit sur ces immeubles-là de style buy and hold au fil des ans, ben, il faut s'attendre à un rendement d'à peu près environ entre 10 et 15 %. Le taux de rendement interne médian d'un immeuble à revenu, c'est à peu près 12,5 %. Okay. Sur le brut. Sur l'argent qui est investi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en levier. Oui, effectivement. Merci, Nicolas. Et puis, la dernière question qu'on va prendre aujourd'hui, question de respecter le temps. Là, on a déjà dépassé de 2 petites minutes, mais qu'est-ce qui motive les acheteurs de Plex, justement, qui n'offrent pas le ratio de revenus avec les loyers? Parce que, dans le fond, l'interrogation du participant, c'est qu'il y a plusieurs Plex à Montréal actuellement qui sont dans ce cas-là et qui se vendent quand même. Oui. C'est très facile à répondre à cette question-là. C'est que l'investissement immobilier, c'est pas juste pour du cash flow. C'est un travail d'actif, surtout quand tu es un promoteur ou un redéveloppeur. Donc, exemple, dans mon cas, moi, je suis un redéveloppeur. Alors, il y a un paquet d'immeubles que j'achète qui sont à cash flow négatif. Et c'est parce qu'il faut comprendre que le cash flow en finance, c'est pas juste le cash flow qu'on en reçoit cette année. C'est l'ensemble des cash flows, des flux de trésorerie qui viennent construire des ratios comme le taux de rendement interne puis la valeur actualisée nette, la VAN. Donc, on peut être à cash flow négatif pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, mais ultimement, notre projet peut être à cash flow positif
sur l'ensemble de la vie du projet. Parce que, exemple, on va augmenter drastiquement les revenus à travers des investissements en capital dans l'immeuble. Et lorsqu'on va revendre ou lorsqu'on va refinancer, ben, on va récupérer finalement tellement de cash qui fait que peut-être pendant un an, j'étais cachot ou 2 ans de cachot négatif, mais au final, j'ai fait un taux de rendement interne global qui est dans le 20, 30, 40 Puis, exemple, un redéveloppeur comme moi, ben, nous, on fait du 60 à 150 de taux de rendement interne. Mais on fait ça parce qu'on prend du risque, parce qu'on vide les immeubles, parce qu'on on investit dans les immeubles, on les redéveloppe. Alors, c'est clair que, exemple, pour moi, ça ne me dérange pas d'acheter un immeuble d'être cash flow négatif. C'est pas la première année qui m'importe, moi. C'est l'ensemble du projet que je suis en train de créer. Fait que c'est sûr que c'est un investissement de type plus actif. Puis, il y a des gens qui vont acheter des immeubles à cash flow négatif parce que, justement, ils comprennent ce facteur-là. Exemple, des gens qui sont très fortunés. On parle toujours du riche chinois à Montréal, mais j'ai transgé plusieurs riches chinois à Montréal. Ça ne leur dérange pas d'acheter un immeuble qui est à cash flow négatif de 1 ou 2 parce que de toute façon, ils ont la capacité de supporter le cash flow négatif pendant quelques années. Parce qu'ils savent très bien que dans 3-4 ans, quand ils vont revendre l'immeuble, bien, au final, la rentabilité du projet va leur avoir généré, exemple, du 8, 10, 12 de taux de rendement interne global, ce qui est extrêmement bon. C'est intéressant la réponse parce que je pense que ça fait vraiment le wrap, tu sais, qui dit. Dans le fond, il faut distinguer c'est quoi l'objectif avec l'immeuble. Si vous ne le voyez pas comme une entreprise ou un projet d'investissement sérieux, bien, dans le fond, vous allez chercher la facilité, vous allez avoir un peu moins de rendement. Puis si vraiment vous avez du temps consacré, que vous êtes prêt à revaloriser vos immeubles, puis essayer de prendre des risques, tout ça, bien là, vous pouvez vous permettre des choses que d'autres pourront. Donc, c'est intéressant parce que ça te permet vraiment de distinguer. Je pense que la question que vous devez vous poser, c'est quel genre d'investisseur immobilier je vais être parce qu'il n'y a pas une réponse puis il n'y a pas une situation. Donc, probablement que la situation de notre invité n'est pas la même que quelques-uns des participants au séminaire de ce midi. Fait que challengez-vous vous-même comme c'est quoi vos objectifs comme nouvel investisseur immobilier finalement. Exactement. Tantôt, ils ont parlé du profil d'investisseur. Ça se fait aussi justement pour l'immobilier. Donc, je pense que ça va être le mot de la fin. Donc, merci encore une fois à tous nos participants. Nicolas, un gros merci d'avoir pris de ton temps ce midi. C'est très apprécié. S'il y a d'autres questions, vous pouvez nous envoyer un courriel. Vous êtes capable de nous retrouver sur les médias sociaux. Gênez-vous pas, on va vous répondre. Ou vous contactez votre conseiller directement. Aussi. Merci. Merci tout le monde. Allô?